Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il m'arrive de me tromper. Il y a quelques jours, une semaine ou peut-être 2 semaines, on m'a demandé et j'avais commenté sur ce que je pensais des Gilets jaunes. Et j'avais dit que oui, c'est très bien de protester, c'est très bien de se prononcer publiquement, et c'est quelque chose que j'encourage d'ailleurs, pacifiquement. Mais je laissais entendre que je n'y croyais pas trop et que l'État finalement allait regarder ça d'un air distant et inintéressé, qu'il allait simplement attendre que le mouvement se disperse et s'arrête. Eh bien, j'ai eu tort, je me suis trompé, j'ai mal estimé, c'est peut-être parce que je n'habite pas en France, et c'est peut-être parce que je ne vis pas au quotidien ce que vivent la plupart des Français, qui sont aujourd'hui en fait une population pauvre, un peu comme celle de l'Angleterre des années 70, surtaxée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez aujourd'hui en fait deux populations, deux grandes catégories de population en France. Vous avez d'un côté les parasites, c'est-à-dire tout en haut l'État et ceux qui le tiennent et ceux qui lui donnent des ordres. Vous avez donc une toute petite caste, peut-être 1%, même pas de la population, peut-être un 0,1% de la population qui tient toutes les commandes, qui ordonne à l'État et qui met en place en fait l'État qui n'est qu'une forme de courroie de transmission des ordres de cette oligarchie mondialiste cosmopolite. Nous avons nous aussi les parasites, donc l'État, on ne va pas s'étendre. Ce sont évidemment des parasites qui vivent sur le dos de la population, qui activent. Ce sont des gens qui vivent dans un faste, tout relatif bien sûr, mais enfin un faste dans lequel que la plupart des gens évidemment ne peuvent même pas rêver. Ils ont des appartements de fonction, ils ont des chauffeurs, ils ont accès à, ils peuvent frauder, ils sont défiscalisés, ils se tapent des putes. Tout ça, c'est organisé depuis longtemps, nous le savons, et donc c'est une classe parasitaire qui est bien pire que la noblesse du temps de l'Ancien Régime, hein, en tout cas pour la France, et pour beaucoup de pays d'ailleurs. Bien pire, bien plus coûteuse. Et puis il y a aussi les parasites que sont en fait une forme d'économie qui ne crée pas de richesse. Alors là-dedans, il y a une forme de finance qui n'est plus là pour financer les petits entrepreneurs, n'est plus là pour financer l'innovation, mais qui, on le sait depuis maintenant une vingtaine d'années, même depuis les années 80, se nourrit sur en fait la spéculation, ce qui n'est pas à interdire en soi. La spéculation, on la fait tous. On parie sur le fait que une récolte sera meilleure cet été que l'année dernière, etc., etc. Mais là, évidemment, il n'y a plus de sous-jacent. On parie sur des paris, on parie sur bon, mais simplement, c'est devenu très puissant. Et donc, c'est devenu néfaste à l'économie parce que, en fait, cette caste utilise aussi l'État à son avantage et pour biaiser en fait le marché et, si on veut, les lois naturelles de l'économie. Puis, il y a aussi une immense, notamment en France, une classe de parasites que sont tous les fonctionnaires qui vont franchement, du prof au flic, tous ces fonctionnaires sont en fait nourris sur le dos de ceux qui travaillent. Aujourd'hui, ça représente près de 60% de l'économie du pays, qui en fait n'est pas productive. Elle vit grâce aux impôts et aux taxes qui sont prélevées sur ceux qui travaillent. Et nous avons en plus une autre partie de la population qui est parasitaire, ce sont une partie des immigrants, donc des gens qui sont français de papier ou qui sont récemment y arrivés ici, qui, alors je dis bien une partie, je parle de la partie qui ne travaille pas, qui vit de subventions, qui vit au crochet, là aussi, de l'État. Et donc vous avez une très grande partie, peut-être 70% du pays, qui en réalité est parasitaire. Alors, face à cela, vous avez une grande partie de tout ce qui reste, c'est-à-dire les gens qui vivent chichement, soit parce qu'ils ont pris leur retraite, soit parce qu'ils ils essayent tant bien que mal de faire fonctionner leur activité commerciale, ou qui sont des employés sous-payés, comme dirait mon ami Delavier, qui sont des esclaves, en fait, du système, et qui sont surtaxés parce qu'il faut faire vivre cette autre grande partie de parasites qui pourraient travailler si on leur enlevait le goût de l'argent qui vient de l'État et donc de la taxation. Et je vous le rappelle, la taxation, c'est du vol. Parce que, comme le dirait un autre ami, Waldemeit, la taxation devrait être dit, vous somme de me payer les impôts, faute de quoi je te bute.
ou en gros je te mets en prison où tu découvriras les joies de l'enrichissement culturel avec les 80 autres pourcents de la population carcérale qui sont des chances pour votre pays. Et donc, là, il faut reconnaître, nous devrions tous reconnaître le génie de quelqu'un qui a eu la vision de ces deux populations il y a déjà bien longtemps. Si je vous dis droite des valeurs et gauche du travail, c'est une partie de la population. En face, vous avez la droite financière et la gauche sociétale. C'est Alain Soral qui, déjà, il y a, je pense, plus d'une quinzaine d'années, moi je pense qu'il a fait cette distinction déjà en 2000, 2001. Moi je l'ai connu en 99 par là. Et il faut dire que cette explication, et puis ce qu'il avait prédit dans son livre Comprendre l'Empire, et le sous-titre était révélateur, je crois que c'était de mémoire la tyrannie globale ou la révolte des nations. Enfin, la mondialisation tyrannique ou la révolte des nations. Je ne me souviens plus exactement du sous-titre, mais enfin, la révolte des nations, c'est ce qui est en train d'arriver. Nous avons vu, Trump n'est qu'un symptôme de cette révolte du peuple américain. Le Brexit en Angleterre, au Royaume-Uni, est le symptôme de cette révolte du peuple britannique. Le mouvement, donc, enfin les mouvements Cinque Stelle ou la Lega en Italie, 80% de la population les soutient. C'est un mouvement de ras-le-bol de cette partie de la population en Italie où il y a beaucoup moins de parasites qu'en France, par exemple, puisque l'État est moins riche et paye beaucoup moins et a moins de fonctionnaires, mais pourtant ils sont haïs aussi en Italie. Cette révolte, c'est aussi, avec cette fois le prétexte très justifié de l'immigration de masse et de l'islamisation, des pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, et puis on ne parle même pas de la Roumanie, la Bulgarie, et les autres pays qui, eux, pour eux, c'est même pas une question qui entre dans leur esprit, c'est on ferme les frontières et on tire sur tout ce qui bouge. Euh, Ces révoltes, elles vont arriver et elles arriveront aussi en France, elles sont en train de se développer en Espagne. Visiblement, et j'avais pas vu ça comme ça, la forme que prend cette révolte, c'est celle des Gilets jaunes, de ce mouvement. Alors nous avons vu, et je n'y suis pas, donc c'est difficile pour moi de commenter dans le détail, nous avons vu des images, alors il faut toujours se méfier de ce que l'on voit, mais enfin nous avons vu des messages, nous avons vu des blocages de la révolte très sincères de gens qui ont de la peine et qui prennent comme prétexte cette augmentation des taxes sur l'essence pour finalement montrer leur mécontentement. Et il est bien possible, parce que justement ce mouvement n'a pas de leader, ça c'est toujours très intéressant lorsque des mouvements populaires ou plus tard de guérilla se mettent en place et qu'ils n'ont pas de leader, parce que en fait il y a une idéologie très simple, c'est-à-dire on en a marre, qui peut être appliquée par tout le monde et qu'on ne peut pas décapiter, qu'on ne peut pas stopper par des effets voilà, d'acheter le leader, comme c'est le cas de la plupart des syndicats, ou alors la menace, ou parfois même hein, l'assassinat. Donc. Et cela, c'est très très intéressant. Et donc ça pourrait aller très très loin. Et nous avons vu que finalement, l'État qui souvent rechigne à envoyer des forces de l'ordre mater les, les, les- les troubles des criminels de banlieue, eh bien là, en revanche, donne l'ordre de taper. Et donc, nous voyons, d'ailleurs, il y a un fort risque, enfin, ou une opportunité, que très vite, les forces de l'ordre, qui sont en fait des mercenaires à la base, hein, moi je les aime bien, mais en réalité, je suis obligé de constater que bah, ils obéissent aux ordres du pouvoir, parce qu'eux aussi ils ont besoin d'un salaire, ils sont très peu payés en France, enfin, c'est très très mal payé d'être militaire ou policier ou gendarme, malheureusement, alors que ce sont des métiers qui sont importants, mais voilà, on les tient aussi par cet esclavage, ce sont aussi des esclaves du système. Mais il y a des risques, au bout d'un moment, comme c'est arrivé en Italie il y a 2 ans, eh bien, au bout d'un moment, les policiers ou les gendarmes disent non, stop, ils enlèvent leur casque. Et les CRS, par exemple, en Italie, se sont mis avec les manifestants. Et là, ça fait peur au pouvoir. Parce que le pouvoir sait très bien que c'est un tigre de papier. Ne vous y trompez pas, les États aujourd'hui, ils ont beaucoup de pouvoir tant que tout fonctionne, mais ils n'en ont plus dès que ça ne marche plus. Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que, en fait, ces mouvements de protestation que l'on voit dans tous ces pays, y compris les Gilets jaunes, à mon avis, ce sont des symptômes. Comme je disais avant, Trump est un symptôme d'une révolte des Américains, notamment des Blancs, et ainsi de suite. Le Brexit, je vous ai parlé de tous ces exemples.
Et cette révolte elle-même est en fait le symptôme très visible et qui est mal ressenti par la plupart des gens de la crise très 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 profonde que je décris dans mes livres, dans Survivre à l'effondrement économique notamment, qui touche d'abord l'Occident, mais en fait le reste du monde. C'est pas par hasard qu'il y a des millions d'Africains qui viennent en Europe. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais simplement, à la base, c'est que nous avons un monde dont le système économique et donc la richesse et la prospérité individuelle est basée sur la croissance infinie. Nous avons besoin de ressources infinies pour ceci. Ces ressources ne le sont pas infinies. Et donc nous commençons à avoir un ralentissement de plus en plus ressenti, de plus en plus difficile à maquiller par des fausses statistiques et des faux chiffres du chômage, faux chiffres de croissance. Et donc nous avons en réalité de plus en plus de pénuries de matières premières, avec des coûts cachés surtout, mais des coûts aussi réels, enfin des coûts visibles qui se voient. Et parallèlement à cela, nous avons des économies qui commencent, qui ne pouvaient croître que depuis 30 ans que par la création de dettes. Aujourd'hui, comme cette dette, elle est très difficile à créer sans que ça mette à bas le système monétaire, mais surtout, s'il n'y a pas les énergies nécessaires pour continuer cette croissance, et aujourd'hui, la majorité des nouvelles énergies que l'on arrive encore à aller racler au fond des puits de pétrole, eh bien, elles sont utilisées par les pays émergents, qui sont la Chine, l'Inde, etc. Et donc, il y a de plus en plus de tensions et de plus en plus de difficultés pour les pays européens et américains, qui en plus ont été très mal gérés, avec une politique euh, de destruction en fait de l'emploi, notamment de l'emploi de fabrication de produits. Eh bien, l'économie réelle est en train de se contracter. Et une des raisons pour lesquelles on met ces taxes sur l'essence, c'est parce que justement, les gens consomment moins d'essence, parce qu'il y a moins de travail, parce que c'est de plus en plus difficile. Et donc, l'État se dit, merde, on n'a plus de revenus. Et les revenus de l'État, qui sont bien en dessous de ce que l'État dépense, ne servent qu'à montrer aux créditeurs que de toute façon, tôt ou tard, on arrive à payer les dettes. Or, c'est faux. L'État n'arrivera jamais à payer les dettes. Et donc l'État est pris dans un étau entre la population qui se révolte et qui en a de plus en plus marre et qui n'arrivera bientôt plus à vivre, surtout au mode de vie occidental. Alors on ne parle même pas des migrants qui arrivent et qui servent de gardiens de camps de concentration. En fait, tous ces migrants et les migrations, en fait, c'est un système de contrôle de la population qui travaille. C'est-à-dire qu'on leur dit, attention, si vous êtes des mauvais esclaves, eh bien, vous allez perdre votre job, vous n'aurez plus que quelques allocations et vous ne pourrez plus vivre dans un quartier relativement sûr. Vous allez descendre dans la fange, dans les quartiers horribles où vivent des gens à moitié sauvages qui vont vous violer et qui peuvent vous tuer. Et donc, les gens sont terrorisés. Et ça, c'est autant les gens de gauche que les gens de droite qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous mis en esclavage et pressurisés de la même manière. Mais de l'autre côté, l'État est aussi sous pression de ses créditeurs. Et l'État et ceux qui le commandent ont une machine à faire beaucoup d'argent pour eux, parce qu'il y a énormément de corruption. Vous savez, on se moque toujours de la corruption du Nigeria ou d'autres pays, mais dans les pays occidentaux, c'est pire, c'est simple, parce que c'est des plus grosses sommes, et puis c'est encore plus caché. Et donc vous avez cette caste qui vit grassement un peu dans sa tour d'ivoire, que sont les politiciens, les journalistes, les médias, etc., qui sont tous d'une certaine pensée unique, et il n'y a plus de différence aujourd'hui, gauche, droite, même extrême droite ou extrême gauche. Au fond, ils sont tous tout à fait d'accord de jouer dans le même système, et la population se rend compte, c'est pour ça qu'elle gueule. Eh bien, vous avez cette pression qui se fait, et donc il y a une tentation de l'État d'utiliser le pouvoir qu'il a encore, et donc de ses maîtres de l'y encourager, pour mettre en place des systèmes de tyrannie, puisqu'il n'y aura pas de richesse pour tout le monde. Si on ne peut pas l'obtenir par simplement l'esclavage volontaire que décrivait bien Kluskar dans néofascisme et idéologie du désir, enfin, c'est l'inverse, c'est idéologie du désir et néofascisme, eh bien, l'État va dire, bon, bah, si on ne peut plus forcer les esclaves à bosser et à se tenir tranquille cet aspect volontaire, on va utiliser la schlag, on va utiliser les matières fortes. Évidemment, ça ne va pas fonctionner parce que justement, l'État n'a plus la police, l'armée comme elle avait à l'époque.
Imaginez les gilets jaunes qui prennent leur fusil de chasse ou leur kalachnikov, c'est fini. Je veux dire, les CRS en face, ils font pas le poids. L'armée française ne pourrait pas faire le poids face à des millions de gens dans la rue qui prendraient les armes. Alors moi, je suis bien obligé, d'abord, en tant que Suisse, je ne suis pas français, donc je ne vous dis pas quoi faire. Et en plus, je ne suis pas pour cette violence-là, je suis obligé de vous le dire. En revanche, et puis j'ajouterais que il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il faut bien comprendre les différents niveaux, les différentes couches du système oppressif dans lequel vous vivez. Et d'ailleurs, la Suisse commence à vivre de plus en plus. Nous sommes en train de rejoindre le pays, le grand groupe de pays qui sont foutus, qui sont pourris. Et donc, hélas. Mais voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces symptômes de difficultés, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'à mon avis, ils sont inarrêtables. C'est-à-dire que les causes profondes que sont la pénurie des ressources, cette croissance infinie qui ne peut exister dans un monde où les ressources sont limitées, eh bien, ces crises vont continuer. Alors, est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes va perdurer? Moi, je crois que là, on a quelque chose de puissant. On pourrait voir une démission du président de la République en France. Autant il n'est pas plus antipathique que ses prédécesseurs, pour sa peau et ses fesses, et Dieu sait qu'il aime bien et qu'il les utilise, eh bien, il serait bon que, peut-être pour lui, qu'il démissionne et qu'il laisse en fait la patate chaude à quelqu'un d'autre. Après tout, il a suffisamment gagné d'argent pour pouvoir se retirer dans une île sympa comme Mykonos ou, que sais-je, pour aller dans le quartier de Castro de San Francisco et vivre très très bien avec son épouse. Et voilà, ils n'ont pas d'enfants, donc ils peuvent s'amuser, tout ça. Bref. Mais de toute façon, ce ne sont pas les gens qui comptent. Vous savez, on en jette un, on en jette un autre. Puis de toute façon, l'esclavage continuera tant que vous ne vous débarrassez pas de l'État qui est la cause de tous vos ennuis. C'est ce mécanisme de pouvoir qui sera forcément tenu par des gens corrompus. L'utopiste va dire non, mais si c'était moi au pouvoir, je ferais mieux. Non, tu feras comme eux, parce que tu seras corrompu comme eux. C'est le système est fondamentalement corrupteur à la base. La démocratie, comme le savaient déjà les Grecs il y a 2500 ans, est fondamentalement corruptrice. Et la création d'un État qui ne se réduit jamais en taille et en pouvoir est toujours corruptrice. Donc vous n'y arriverez jamais. Même les gens idéalistes, regardez, alors je sais pas, je vais m'attirer des ennuis si je dis Hitler, mais des gens idéalistes comme Mussolini, ils étaient tous de gauche, hein, ces gens, Mussolini, Staline, Lénine, enfin Staline n'était pas idéaliste, il savait ce qu'il faisait. Mais tous ces gens qui disaient ah on va faire une utopie, alors certains c'est on va faire le paradis des travailleurs, l'autre va dire on va faire le paradis de la race allemande, l'autre va dire on va faire le paradis de l'État, de la population italienne, etc. À la fin, lorsqu'ils ont un outil puissant qui est celui de l'État qui utilise la force pour taxer les gens, eh bien à la fin ils vont faire des abus, ils vont mettre finalement des gens en esclavage et ils vont très très vite comprendre qu'on les tient. D'ailleurs aujourd'hui, les pires maîtres en fait des systèmes, y compris ceux qui sont vraiment dans la classe tout en haut, en fait, on se rend compte qu'eux-mêmes sont tenus entre eux par, en fait, à cause de leur vice. Vous savez, alors, je vais faire une plaisanterie, mais vous savez, par exemple, à Hollywood, on dit toujours, et d'ailleurs, ce sont eux qui le disent, ils disent Hollywood est tenu par les juifs. C'est faux. Hollywood est tenu par des juifs pédophiles. C'est comme ça. Alors, c'est Hollywood, mais est-ce qu'il y a d'autres parties? Alors, c'est pas le problème, c'est pas qu'ils sont juifs. Ils étaient juifs lorsque Hollywood a créé, donc ils sont restés. Puis, comme c'est des gens assez intelligents en général, ils arrivent à tenir le coup. Je ne vais pas aller dans ce sujet-là trop loin, mais la réalité, c'est qu'en fait, parmi les gens qui sont dans une industrie, ou dans une classe caste politique, on va aller chercher ceux qui ont les pires vices, les vices qui sont inavouables et qui les forceraient au suicide si ça se savait. On va documenter ce vice, c'est à cela que sert l'immense réseau de renseignements qu'ont mis en place les États, notamment aux États-Unis, avec photos, enregistrements, écoute, etc. Et une fois qu'on a trouvé des gens avec du bon potentiel, mais qui ont des vices terribles, et le plus terrible de tous, c'est la pédophilie, eh bien à ce moment-là, on va les laisser monter, on va les encourager, et ensuite on les fera chanter ou on les manipulera euh, sous peine de révéler leur vices. Alors dans la catégorie en dessous, ce sont ceux qui sont violeurs et escrocs, bien sûr. Mais vraiment, la catégorie tout en haut, ce sont les pires, hein, les pires. Donc en fait, on a un système où, à cause de l'État, qui est un mécanisme, les pires personnes de l'humanité montent aux commandes. Et,
Et donc, il faudra l'éliminer, ce système, et ça prendra du temps. Et probablement, et ça c'est mon avis, mais peut-être que je me trompe, ce système va s'éliminer tout seul par l'effondrement que j'appelle l'effondrement économique euh, de l'ensemble du monde, avec une baisse de la population drastique et euh, des douleurs finalement tellement violentes que j'espère, et ça c'est une profession de foi, nous saurons reconstruire, ou nous aurons envie de reconstruire sans ces mécanismes horribles qui nous ont mis en esclavage et qui nous emmènent à la catastrophe. D'ailleurs, je vous encourage à lire, pour ceux qui, je sais qu'aujourd'hui ils sont un peu décriés, mais moi je les trouve vraiment très très bien, des auteurs comme Michel Onfray ou comme Jean-Claude Michéa, pour les francophones, qui vous donnent des astuces. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qu'ils disent, moi-même je n'y adhère pas du tout, mais il y a des choses intéressantes. Ou comme je le citais tout à l'heure, Alain Soral, là aussi, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il dit. Il y a des éléments de son approche très socialiste qui ne me plaisent pas, et à mon avis c'est une erreur. Et finalement aujourd'hui, vous allez pouvoir, encore une fois, le monde va se diviser entre ceux qui veulent la liberté, bien qu'ils parfois ils ne l'expriment pas forcément bien, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes que je vois avec les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, en gros, ils veulent payer moins, mais recevoir toujours autant, voire plus de l'État. Donc ils n'ont pas compris que l'État n'est pas leur solution, n'est pas leur gilet de sauvetage, si je puis dire, mais en revanche, c'est en fait la source des problèmes. Et d'un autre côté, il y a les populations qui vivent au crochet de l'État et qui vont voter pour plus en plus d'États. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gauche-droite. En gros, c'est des gens qui veulent la liberté et des gens qui veulent de plus en plus de tyrannie, par le biais de l'État. Et là, vous trouvez les racailles du bas qui ont besoin de thunes de l'État sous forme d'alloc, et puis il y a les racailles du haut qui, eux, contrôlent l'État et qui ramassent des milliards. Enfin, c'est vraiment sous toutes sortes de formes d'escroquerie, d'avantages divers, etc., etc. Et en fait, vous ne pouvez pas réformer ce système. Il faut l'éliminer complètement. Et souhaitons que ça se fasse le plus pacifiquement possible, mais des exemples de révolutions du passé ont montré que d'une part, le système ne se révolte pas, il s'extermine, et d'autre part, malheureusement, c'est qu'on met en place quelque chose de pire en général. Regardez la Révolution française, la République, c'est bien pire que la monarchie. Donc, euh, donc je n'ai pas de solution. D'ailleurs, ce n'est pas mon but de vous apporter des solutions politiques. Je l'ai dit depuis le tout début, je n'aime pas faire de la politique. Chaque fois que j'en fais, ça m'amène des emmerdes. L'important, c'est de donner son avis, ça certainement, parce que dans la liberté, il y a la liberté d'expression et la liberté de penser avant ça. Évidemment, pour penser, il faut avoir une bonne culture, une bonne éducation, et ça nous manque de plus en plus. Là aussi, ça fait partie du mécanisme de nous avoir tous abrutis par des systèmes scolaires déficients, volontairement déficients, volontairement abrutissants, et toute une gamme de divertissements et de systèmes d'abrutissement. Là aussi, Kluskar, pour les francophones, nous l'avait prédit déjà dans les années 70. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en tant que survivaliste? Alors, ça, c'est le dernier volet de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en tant que survivaliste, eh bien, aller aux manifs, participer, faire la révolution, c'est un peu contraire à notre éthique, vous savez, du survivaliste. Ça me fait toujours rire lorsque parfois il y a des fake news qui disent, parce que tout ce que vous entendez dans les grands médias, c'est essentiellement des trucs faux, qui disent, voilà, il y aurait des gens de l'ultra-droite, parmi eux des survivalistes, font partie des Gilets jaunes. Alors d'abord, c'est faux. Mais ensuite, quand bien même il y aurait des gens, ce n'est pas un mouvement politique, le survivalisme, et il n'y a pas de leader. Il y a des gens qui sont un peu plus suivis que d'autres. J'ai la chance de faire partie de ceux-là. Mais nous ne sommes pas là pour dire faisons un parti, le parti des survivalistes, ça ne veut rien dire. Nous sommes en gros quand même en fait nous sommes des écologistes individualistes. Simplement nous faisons un effort sur notre parti individualiste pour travailler du lien social autour de nous, etc. Je vais vous en parler de l'écologie dans une autre vidéo plus tard. Mais en revanche, nous ne sommes pas trop pour... Nous savons que le système est pourri en général, donc nous n'allons pas aller le changer, le réformer, taper dans la fourmilière. C'est pas trop notre truc. On peut le faire, il n'y a pas d'interdiction. Mais en général, c'est pas notre truc. C'est pour ça que j'étais sceptique à la base. C'est peut-être que, voilà, on a tous un biais cognitif euh, sur cela. Donc, le biais cognitif de quelqu'un comme moi qui est très individualiste, très solitaire en plus. Moi, je suis un mec solitaire. J'aime bien être tout seul. Eh bien, un mouvement collectif est difficile à comprendre pour mon esprit. Et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Enfin, ça apporte des problèmes ou ça apporte des avantages, ça dépend. Et donc, moi, je n'ai pas
de conseils à donner par rapport au mouvement en soi. En revanche, de lire Rue Barbare. Donc, si vous êtes gilet jaune, il faut lire ce bouquin. Alors, c'est le petit moment commercial et opportuniste du truc. Mais en fait, pourquoi? C'est parce que dans ce livre, on explique dans le milieu urbain, et c'est là où il y a les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne vont pas bloquer les chemins de forêt. Donc, dans les villes, dans les carrefours, etc., que se passe-t-il si ce blocage vous amène à des pénuries? Que se passe-t-il si vous avez des problèmes? Eh bien, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de coupure d'électricité, des problèmes il manque de l'essence, vous n'avez plus de voiture, et donc à ce moment-là, vous êtes un petit peu largué et lâché avec vous-même et vos ressources que vous avez chez vous, sur vous. Et donc dans ce livre, Rue Barbare, que j'ai coécrit avec l'ami Paul West, eh bien nous expliquons comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va être discret, qu'est-ce qu'on doit avoir sur soi. Par exemple, si vous êtes dans les mouvements des Gilets jaunes, vous vous préparez au climat, au froid qui fait en ce moment en fin novembre, bientôt début décembre. Vous avez des bonnes chaussures, vous avez des lunettes étanches au cas où il y a des lacrymos, vous prenez de quoi, des respirateurs, tout ça, ça se trouve pour quelques euros dans dans des centres de bricolage. Vous avez de quoi vous couvrir en cas de pluie, vous avez éventuellement de quoi vous défendre face aux agressions, d'où qu'elles viennent. Et donc, vous apprenez aussi comment est-ce que vous pouvez être discret, comment vous évitez de vous faire ficher, comment vous mettez en place des réseaux. Tout cela, on l'explique dans ce livre. Et peut-être à l'avenir, nous aurons un autre livre qui parlera de techniques plus urbaines dans le sens, euh, dans un environnement où il va falloir peut-être se battre. Alors, c'est un autre sujet. Et donc, dans Rue Barbare, vous trouvez ça. Donc, moi, je vous encourage à lire ce livre. Vous le trouvez gratuitement sur Internet en version piratée, mais mieux en livre. Vous le trouvez dans tous les centres, Amazon, Fnac, etc. Enfin bref. Et donc, voilà, moi, c'est un peu ça que je voulais vous dire sur ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, encore une fois, je vous le dis en toute modestie parce que je suis suisse, donc je ne suis pas en France, je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe en France. Évidemment que j'ai envie de dire, ah, je suis avec vous, je vous soutiens, etc. Oui, mais c'est pas modeste, ce serait immodeste, et surtout, on pourrait légitimement me dire, mais écoute, t'es suisse, mêle-toi de tes affaires. Très bien, je comprends. Autant sur l'immigration de masse, c'est mon affaire en tant qu'Européen, et les conneries qui se font en France ou ailleurs, eh ben, j'ai quelque chose à dire. Autant là, c'est vraiment un mouvement franco-français, de la même manière que le Brexit en Angleterre est un mouvement purement britannique. Et Trump aux États-Unis, bien que je l'ai soutenu son élection, que je l'avais prévu un an à l'avance, eh bien, je ne suis pas américain, donc je n'ai pas à dire plus. Donc voilà, et puis en plus, il y a plein de choses que j'aimerais dire qui sont illégales, donc je ne vais pas le dire. Et voilà, donc amis français et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, je sais que le mouvement de ces Gilets jaunes existe aussi en Belgique. Surtout, prenez soin de vous, soyez en sécurité, mais suivez votre âme et conscience. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que si vous réfléchissez par vous-même, le corollaire c'est ce que je dis dans tous mes livres. Parfois, l'autre jour, j'ai vu un commentaire d'un type que j'ai immédiatement banni qui me disait Pierrot, tu veux la guerre, etc., etc. On se souviendra de toi, on va venir te buter. Très bien, je t'attends, d'une part, et ensuite, je ne veux pas la guerre. Je prédis ce qui me semble être ce qui est logique dans l'avenir, et nous verrons bien ce qui va arriver. Mais si ça arrive, il vaut mieux être prêt que pas prêt. Et donc, ces mouvements peuvent amener voilà, à des conséquences très lourdes, à des conséquences à laquelle vous pouvez vous préparer. Encore une fois, acheter rue Barbare. Voilà. Je suis incorrigible. Je suis incorrigible. Mais aussi, c'est important à partir du moment où on réfléchit par soi-même, d'agir en son âme et conscience par rapport à ce qu'on pense être juste, après réflexion. Faut pas y aller comme font les étudiants, ouais, on va tout casser. D'ailleurs, à propos de tout casser, je tiens à faire pas mes excuses, mais je me suis trompé aussi sur les Antifa et les Black Blocs. Je pensais que sur le coup, ils allaient défendre leur maître capitaliste bourgeois, mais en fait non. Sur le coup, ils sont aussi allés fracasser les trucs. Alors, Jean-Claude Michet, dans une lettre qu'il a publiée récemment, prétend que ce sont des gens qui sont envoyés par l'État faire en fait discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas sûr. C'est possible, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils sont sincèrement, parce qu'ils sont jeunes et cervelés, ils ont sincèrement envie de participer au démontage de ce modèle et de ce système.
Et si c'est le cas, eh bien, bah, je leur souhaite aussi, en leur âme et conscience, d'avoir bien réfléchi et de continuer éventuellement dans leurs convictions. Parce que je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire c'est mal à quelqu'un qui suit ses convictions. Donc, en fait, quelque part, et c'est bien une première fois, je leur tends presque la main en leur disant sur le coup, give me five. Et comme pour les zadistes que j'ai soutenus depuis le départ, eh bien, parfois, il y a des sujets qui peuvent aller transcourant et en fait faire rejoindre des gens qui ont des inimitiés profondes. Voilà. Et tout ce qui me reste à dire à vous tous, après avoir acheté mes livres, tout ce que j'ai à vous dire. Avant, je salue Frédéric Delavier et Waldmite que j'ai cité au début de cette vidéo. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est préparez-vous.